Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro des Mardis du Petit Lectorat. Aujourd'hui, notre invité est Louis-Philippe d'Alembert, qui va nous présenter son dernier roman, Milwaukee Blues, publié chez Sabine Vespizer, éditeur, en 2021. Louis-Philippe d'Alembert est né à Port-au-Prince et habite à Paris. Professeur invité dans de nombreuses universités, notamment américaines, il a enseigné en 2013 à Milwaukee. Il publie depuis 2017 chez Sabine Vespizer, éditeur. Mion Méditerranée 2019 a été lauréat du prix de la langue française, des prix Goncourt, de la Suisse et de la Pologne, et finaliste du prix Goncourt des lycéens. Et en 2021, Milwaukee Blues, que nous présentons aujourd'hui, a été finaliste du prix Goncourt. Bienvenue, Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'être là et de vous accompagner pendant cette nouvelle émission des Mardis du Petit Lectorat. Merci. Alors, très rapidement, deux mots sur le roman Milwaukee Blues. Il s'agit d'un hommage à George Floyd, assassiné le 25 mai 2020 à Minneapolis. Alors, tout le monde se souvient bien évidemment de cette scène terrible. C'est un roman salué par la critique de manière unanime, qui est composé de manière particulière, singulière, parce que vous avez une partie où il y a des témoignages, tu fais parler des personnages fictifs, bien évidemment, et une partie vers la fin, vers la troisième partie, où le narrateur intervient. Alors, ces personnages qu'il aurait connus, donc, qui donnent des témoignages du personnage qui s'appelle dans le roman Emmett. Alors, ma question, pour commencer le débat, elle est simple. Est-ce que écrire ce livre est pour toi une manière de redonner à George Floyd sa dignité, une façon de le réhabiliter, qu'il ne soit plus cette masse de chair gisant, bien évidemment, sous le poids de ce policier raciste sur le macadam de Minneapolis? Oui, et d'abord merci de m'inviter à cette émission. Mais je dirais une chose, j'aurais été incapable d'écrire ce roman en si peu de temps, entre guillemets, en un an, si c'était agi seulement du cas de George Floyd. C'est un roman, j'ai envie de dire, que je porte en moi depuis très longtemps, depuis très longtemps. Et j'ai toujours eu envie d'écrire un roman dont l'histoire se passe aux États-Unis. C'est une histoire à laquelle je suis sensible depuis très longtemps. Toute mon adolescence s'est tournée autour de ce problème-là, de cette question-là. Depuis au moins Martin Luther King, Malcolm X, et puis ainsi de suite, il y a eu après les assassinats de Ahmaud Arbery, de tant d'autres, et surtout ce qui m'a marqué, le point de départ véritable du roman, c'est 2014. Eric Garner, à New York, qui est assassiné exactement dans les mêmes circonstances, et par 4 policiers. Donc, c'est dans ma tête, je prends des notes, j'écris des petits chapitres au fur et à mesure, et ainsi de suite. Et puis, le moment de la vie de George Floyd, de la mort, donc la vie et la mort de George Floyd, ça a été vraiment le coup de grâce où je me suis dit, là, il faut y aller. Donc, c'est-à-dire que, d'autant que moi, je suis vraiment quelqu'un qui écrit, disons, de manière assez lente, entre guillemets. C'est-à-dire, souvent, j'ai 3-4 romans en tête et je prends des notes ici et là. Et puis à un moment donné, il y a un sujet qui prend le dessus. Donc du coup, au moment où il y a eu l'assassinat de George Floyd, ça a été la goutte d'eau. Et là, j'ai pu justement aller jusqu'au bout du roman. Et en un an, j'ai fini le roman. Donc c'est-à-dire, il a fallu un angle pour l'éditrice au niveau de la 4e de couverture
Donc on a parlé de l'histoire la plus récente, qui est l'histoire de George Floyd. Mais j'aurais été incapable vraiment d'écrire ce roman en si peu de temps, quoi. C'est parce que vous êtes... c'est parce que tu es professeur, certainement. Je vois que tu te documentes beaucoup à t'entendre avant d'écrire tes romans. Et dans ce roman même... Je ne dirais pas ça. Pas tous les romans déjà, d'une part, et d'autre part, c'est pas tellement le travail d'enseignant que je fais par intermittence, c'est plus le travail de journaliste. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé comme journaliste, j'ai une formation de journaliste d'ailleurs, et où j'ai eu l'habitude justement d'aller sur le terrain. Par exemple, le roman dont tu as parlé tout à l'heure, Mio Méditerranée, j'ai été à Lampedusa. Je suis resté à Lampedusa plus d'un mois où j'ai pu parler aux gens, aux réfugiés, et j'ai l'habitude de ce travail de terrain-là. Donc, bien sûr, le fait d'avoir enseigné, ça a aidé aussi, mais le travail de journaliste m'a vraiment beaucoup aidé. Et en cela, je dirais, je suis assez proche, même si le style est complètement différent, d'un écrivain comme Jean-Claude Charles, qui était journaliste lui aussi, qui a cette attitude de travail sur, comment dire, sur le terrain. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, quoi, en fait. En fait, ce qui m'a fasciné, c'est ta manière de traduire l'anglais, qui marche très bien. Et des expressions, mais qui sont de l'anglais populaire afro-américain, comme par exemple le swag, le sweet talking. Je pense que tu dis bouche douce, qui est magnifique. Tu parles évidemment très bien l'anglais. Est-ce que ça t'a posé des problèmes, justement, de reproduire cette atmosphère très spécifique, très locale? C'est pas seulement un langage afro-américain, mais c'est un langage afro-américain du Midwest. Comment tu t'es pris pour, justement, faire cette traduction d'une ambiance, en fait? Oui, je ne sais pas si je parle très bien anglais, mais il y a une chose que j'ai essayé de faire, c'est de traduire une atmosphère populaire, en fait, et, si tu veux, et vers le français. Et ça, j'ai eu l'habitude de le faire déjà en passant du créole haïtien et au français. En fait, c'est quelque chose que je fais. Bon, bien sûr, je connais, je pense un peu le milieu états-unien, et je connais les milieux populaires. J'ai la chance aux États-Unis de pouvoir passer d'une classe sociale à une autre classe sociale. C'est-à-dire que je peux passer de milieu très populaire à la middle class, ensuite un peu au-dessus de middle class. C'est-à-dire que c'est des milieux que je connais et je vois toujours des liens, si tu veux, avec le milieu populaire haïtien. C'est-à-dire cette opération, il y a un critique haïtien qui s'appelle Jean Jonassin, qui parlait souvent d'opération traduisante, en fait, quand on passe d'une langue à une autre langue, si tu veux. Donc j'ai eu l'habitude, déjà, en partant du créole, pour aller vers le français. C'est-à-dire que comment faire en sorte d'écrire en français. Donc j'écris en français, je le sais, mais sans faire du sous-Jacques Roumain, qui a été déjà fait. Donc, c'est-à-dire que je serais une espèce d'épigone. Aujourd'hui, si je répétais du Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis a essayé, mais il s'est arrêté très vite. Et dès le premier roman, il s'est rendu compte que Roumain avait atteint un sommet où il ne pouvait pas aller. Donc, et comment passer d'une langue à une autre langue? Donc, bien sûr, il faut connaître les deux milieux. Et connaître ce milieu populaire, un peu aux États-Unis, qui me fascine toujours, et passer de ce milieu-là à un autre milieu, d'un registre de langue, en fait, à un autre registre de langue. Et dans ce registre de langue populaire, c'est pas trop loin non plus de ce qu'on peut avoir en Haïti, au créole. Et donc, du coup, c'est les moments, j'ai envie de dire, les plus jubilatoires, en fait, du roman, où je m'amuse vraiment, où je prends plaisir, c'est-à-dire passer la première tension, où je suis très tendu, où je dis qu'est-ce que j'écris, comment je l'écris. Et là, tu arrives à une phase où vraiment, c'est jubilatoire, c'est jouissif, en fait. Nanguine que moi sorti nèg, moi vient go. Tout nèg c'est frère. Gros groupe zami.
Moi c'est nèg l'Afrique, Guinée, nèg Sénégal, nèg Dahomey. Moi c'est Villois, depuis non Guinée. Liberté, qui côté ouye, di liberté, nèg monde réglé, ma père ou, au goût baléjo. Au badagri, depuis moi c'est vrai, sonne tambour, c'est lui qui court à moi, c'est lui moi connaît, depuis non Guinée. Moi, ce qui m'a interpellée et ce qui m'interpelle quand tu viens d'en reparler, c'est comme si c'était peut-être une forme de pessimisme, en tout cas un constat d'échec formé, cristallisé dans le rapport de ce couple mixte qui est plein d'allant au départ et qui finalement ne marche pas, ne tient pas. Et pourtant, à la fin, il y a comme un souffle un peu plus optimiste. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mince, on en est encore là, on raconte encore cette histoire-là, au point où j'aurais même imaginé que c'était ancré dans une histoire déjà très très ancienne, ce qui est le cas, en tout cas de l'histoire afro-américaine, enfin des luttes sociales et raciales. Et quand même, il y a un espoir qui est porté sur la fin, justement dans ce collectif qui bouge, qui est à la fois le mouvement de la matriarche plutôt, pardon, et des plus jeunes, mais quand même dans ce rapport entre le noir, le blanc, ou la noire, la blanche, enfin peu importe, il y a quelque chose qui semble indépassable. Et j'étais presque un peu... déçue. Ouais, presque un peu déçue en fait, c'est ça. Est-ce que c'est à ce point-là tellement ravalé, ancré, qu'on peut pas dépasser ça? Vraiment? Non, pas du tout. Je crois qu'on peut dépasser ça, mais moi justement j'ai essayé de mettre ce couple dit mixte dans le cadre, j'ai envie de dire, d'une certaine normalité. C'est-à-dire qu'un couple qui a le droit d'échouer comme d'autres couples, oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour quelle raison ce couple-là serait condamné à réussir, alors que les autres couples non mixtes, ils échouent, ils divorcent, ils se séparent, qu'ils soient blanc-blanc ou noir-noir ou je ne sais pas, asiatique-asiatique, et ça arrive. Donc lui, c'est un couple, Emmett et Nancy, c'est un couple qui va échouer. Et il va échouer pour plusieurs raisons, bien sûr, parce que Emmett, en tant que personnage, a intégré le regard de l'autre, donc du blanc, sur le couple, il n'est pas à l'aise dedans. Mais en même temps, c'est parce que Emmett a aussi échoué au niveau professionnel. C'est-à-dire que le voilà en train de vivre aux dépens de sa compagne, et ça aussi, il le vit très mal. Donc, pour moi, c'était ça. C'était comment installer ce couple-là dans la normalité. Pourquoi un couple mixte est-il obligé, est-il condamné à réussir quand les autres échouent? Donc, c'est-à-dire que si on se dit qu'on est obligé de réussir, ça veut dire que quelque part, d'une certaine façon, on a intégré le regard de l'autre qui fait du couple mixte un couple anormal, entre guillemets. C'est-à-dire que, autrement dit, ce couple-là, comme il n'est pas normal, pour qu'on l'accepte, pour qu'on l'intègre, il faut qu'il réussisse. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on dise que tiens, voilà, ils ont réussi, donc finalement, c'est pas si mal que ça. Donc, alors, non. Voilà, donc c'était ça mon propos au départ, quoi, en fait. D'accord. Pour parler de musique, c'est un livre qui s'appelle Milwaukee Blues. Et on retrouve, il y a déjà une musicalité dans les phrases, mais quand on lit, on voit, par exemple sur Marie-Hélène, quand tu écoutes Robert, le Sweet Home Chicago, ou bien la place qu'a, cette chanson de Bob Dylan qui arrive, voilà, le changement est dans l'air, qui arrive à un moment où 1960, Gary Porter, tout comment tu mobilises, GB Lenoir, Vietnam Blues ou Alabama Blues, ou même, à un moment on retrouve un poème, un extrait d'un poème de de Langston Hughes. Ouais,
Et voilà, c'est quoi ton rapport, je veux dire, à la musique? On retrouve Saint-Louis Blues, on retrouve du gospel, on retrouve tout cette... Du folk. Du folk, ouais. Et du reggae, Bob Marley, Dan, fan de Bob Marley. Voilà, c'est quoi? Tout le roman est jonché comme ça de référents musicaux qui suit le texte, qui à un moment mais émeut à un point comme si c'était la même chose, c'était une seule continuité. Donc ça pour savoir un peu ce rapport que tu as à la musique. Oui, donc, je te remercie de la question vraiment parce que c'est important. Pour moi, en fait c'est un roman, je dis souvent, sur comment dire, les États-Unis. Donc je cherche des portes d'entrée. Et parmi les portes d'entrée, bien sûr, il y a les tensions raciales donc, qui existent, qui participent même de l'histoire des États-Unis. On ne peut pas aujourd'hui aborder l'histoire des États-Unis sans parler des tensions raciales, sans parler de l'esclavage, de la colonisation, sans parler de la dureté des rapports qu'il peut y avoir entre noirs et blancs, entre autres aux États-Unis. Mais en même temps, il y a d'autres portes d'entrée. Et parmi ces portes d'entrée, il y a le religieux, donc de la présence de la religion, de Ma Robinson, qui est femme pasteur, etc. Il y a la présence du religieux, il y a la musique. Et la musique, aux États-Unis, il y a une longue, mais très longue tradition de ce qu'on appelle les protest songs. En fait, j'ai commencé par Bob Dylan, il y en a tant d'autres avant Bob Dylan, il y a toute l'histoire du blues. Donc toutes ces chansons-là, c'est des chansons qui traduisent une certaine réalité. Et moi, ce qui m'a frappé, justement, le personnage, comme on dit, s'appelle Emmett. Tout à l'heure, j'ai parlé des racines hébreux, mais j'ai oublié de dire que c'est lié aussi à l'histoire d'un jeune noir et qui avait été lynché en 1955 par des Blancs. Et aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une tradition, et au moment justement de la mort de Emmett, 1955, Bob Dylan avait écrit une très belle chanson et pour dénoncer, comment dire, ce lynchage-là. Et il n'y a pas très longtemps, ça fait 6-7 ans je crois, quelqu'un comme Melody Gardot a écrit une très belle chanson avec vidéo et sur cet assassinat d'Emmett. Donc c'est-à-dire que la musique, ou cette tradition des chants engagés ou des chansons engagées, participe d'une certaine façon de l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire c'est aussi une autre porte d'entrée pour moi. C'est-à-dire que la religion, bien sûr, les tensions raciales, et le rôle de l'argent, du capital, ce que ça joue, et ce que ça a comme importance aux États-Unis, et comment dire, les chansons, ou comment dire, la musique, cette tradition qui est là, qui est ancrée, qui est pas seulement dans le blues, et qui est dans les folk songs, par exemple, et ainsi de suite. Donc pour moi c'était important, et je ne peux pas parler des États-Unis sans me laisser porter par ces musiques-là, par ces chansons-là, et j'ai mis à la fin du roman toute une espèce de playlist de chansons comme ça que j'ai écoutées. Merci. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas citées parce que ça aurait fait trop. Je n'ai pas cité notamment la chanson de Melody Gardot ou tant d'autres, qui est une femme jeune, blanche, d'aujourd'hui, qui ressent le besoin de parler d'Emmett. Pour quelle raison une femme du 21e siècle ressent-elle le besoin de parler d'une histoire qui s'est passée en 1955. Autrement dit, il y a une permanence en fait dans l'histoire de ce pays-là qui la touche, encore une fois, qui fait qu'on dit qu'elle en parle. C'est très drôle parce que Boris Vian nous dit dans J'irai cracher sur vos tombes que la musique américaine, le jazz, le blues viennent d'Haïti. Tu es écrivain haïtien et tu en parles ainsi. Et évidemment, ça me rappelle Boris Vian. Tout ça, c'est un peu aussi pour revenir à Haïti. Mais toi, en tant qu'Haïtien, pas en tant qu'écrivain haïtien, en tant qu'Haïtien, quand tu portes cette voix, quand tu portes cette parole, cette indignation à ce niveau, parce que Haïti n'est pas rien dans le monde, et ça te fait quoi? J'ai envie. C'est sûr que on n'oublie jamais d'où on est parti. Hein. Et je dis toujours, je répète toujours ce dicton haïtien que ma mère
citait souvent que la bourrique a beau porter un chapeau, on voit toujours ses oreilles. Et Haïti, historiquement, représente quelque chose. C'est-à-dire au-delà de la catastrophe que l'on représente aujourd'hui, si tu veux, en Amérique, Haïti, historiquement, représente comment dire, quelque chose. Et quand j'écris aussi à partir de là. C'est-à-dire j'écris aussi de ce lieu-là. C'est-à-dire que de cette histoire, de ce peuple, et de cette identité que je traîne avec moi. J'aime pas le mot traîner, ça fait un peu péjoratif. J'ai envie de dire que je porte avec moi, ouais. qui est en moi, qui est moi aussi, justement. Donc forcément, quand on parle d'une certaine permanence, si tu veux, d'une situation qui est entre dominant et dominé, donc Haïti représente parfaitement ce que cette situation-là, d'une part en Amérique, mais dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'en Amérique, parce que c'est le premier pays du continent américain à avoir aboli l'esclavage, et sur son sol, c'est-à-dire, bon, deuxième pays indépendant, mais les États-Unis, il y a encore l'esclavage aux États-Unis. Donc Haïti, c'est le premier pays à abolir l'esclavage sur son sol. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très très fort, qui devient un grain de sable dans le système économique de l'époque du 19e siècle. C'est-à-dire que le système économique fondé en grande partie sur l'esclavage. Donc c'est un petit grain de sel que Haïti apporte comme ça, dans ce système-là, où il y a 3 continents, donc l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, qui sont liés à cette histoire d'esclavage. Haïti arrive et on dit non. Bon, donc forcément, à ce moment-là, on le sait, on connaît l'histoire, et tout le monde, tous ceux qui ont intérêt, tous les dominants, font front contre Haïti, forcément. Donc ça, comment dire, c'est la chose la plus importante à ce niveau-là. C'est cet héritage-là que nous, aujourd'hui, nous avons reçu et dont nous pouvons être fiers, hein, c'est-à-dire sans chauvinisme aucun, c'est-à-dire cet héritage-là. C'est-à-dire que si je peux aujourd'hui regarder n'importe qui dans les yeux, j'ai envie de dire comme le poète, merci Papa Dessalines. Don balawedo saredo Hezilio ashadelo amwe Don balawedo saredo Ba manger ananas pa fumer cigarette Ba manger ananas pa fumer cigarette Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, cette belle émission en compagnie de notre ami, de notre écrivain aimé, Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert, un dernier mot avant de nous quitter. Il n'y en a qu'un seul. Merci. Merci de m'avoir invité et d'avoir partagé ce très beau moment avec moi. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à la réussite de cette émission. Et on se donne rendez-vous à très bientôt. Va manger ananas, pas fumer cigarette. Va manger ananas, pas fumer cigarette. Va manger cocoyer, qui j'en la jambe fait manquer. Qui j'en la jambe fait manquer. Qui j'en la jambe fait manquer.